Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confessions, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Avant que Maxwell Burns n'atterrisse dans cette chambre d'hôpital, sa vie semblait assez normale, bien qu'avec quelques complications. Il était un comptable méticuleux, reconnu pour son souci du détail. Son mariage avec Shannon Dupree avait bien commencé. Ils réussissaient tous les deux et vivaient confortablement dans une banlieue du Texas. Mais avec le temps, les choses ont changé. Shannon a commencé à rentrer tard à la maison, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles un nouveau collègue aurait une mauvaise influence sur elle. Malgré la distance grandissante, Maxwell lui faisait toujours confiance. Pourtant, Shannon s'est retrouvée mêlée à des personnes dangereuses, dont Jake Sylvester, un avocat puissant impliqué dans des activités criminelles. Ce qui avait commencé comme un flirt inoffensif s'est intensifié en quelque chose de bien plus sinistre. Attiré par les promesses de richesse et de pouvoir, Shannon s'est impliqué dans un stratagème qui a bien failli coûter la vie à Maxwell. Lorsqu'il a refusé d'utiliser ses compétences en comptabilité pour des activités illégales, ils l'ont brutalement attaqué, le laissant à peine vivant dans un hôpital. Maxwell s'est réveillé, désorienté, entouré par l'obscurité et le bruit des équipements médicaux. Sa tête était étroitement bandée, alors qu'il luttait pour se rappeler ce qui s'était passé, il remarqua deux silhouettes sombres au pied de son lit, un homme de grande taille portant un Stetson usé et une petite femme. Il murmurait à propos de son sort. L'homme a du potentiel, mais il n'a pas les compétences nécessaires, dit l'homme. Le corps peut être entraîné et les compétences acquises, répondit la femme en mentionnant un endroit appelé Idaho. Ils ont accepté de l'aider, mais la femme insista sur le soutien de l'homme. Maxwell, à peine capable de comprendre, se demanda ce qu'il voulait dire. La femme expliqua alors sa situation. Shannon, sa femme depuis 5 ans, s'était impliquée avec un avocat louche après son retour d'un séminaire. Maxwell avait été pris dans une embuscade à la maison et frappé brutalement, Shannon participant à l'attaque. Les criminels voulaient ses compétences en comptabilité et, quand il a refusé, ils avaient décidé de l'éliminer. L'homme avait presque réussi à échapper aux criminels qui le traquaient. Lorsqu'il demanda à la femme si quelqu'un lui avait rendu visite, elle lui répondit que seule la police était passée. Il devait impérativement sortir Maxwell de l'hôpital avant que les malfrats ne reviennent. L'homme accepta de fournir une protection, tandis que la femme, promettant d'expliquer davantage plus tard, s'en alla précipitamment. L'esprit de Maxwell était en ébullition, particulièrement troublé par la mention de l'Idaho. Une infirmière entra alors, vérifia ses signes vitaux et lui administra quelque chose pour l'aider à dormir, le laissant avec une multitude de questions sans réponse. Le lendemain, un médecin vint à son chevet pour le contrôler de nouveau. Après l'avoir examiné, il déclara: « Vous guérissez bien, monsieur Burns. Comment vous sentez-vous » Un peu endolori, répondit Maxwell, la voix empreinte de dignité. « C'est tout à fait normal » acquiesça le médecin. « Vous étiez dans un état critique à votre arrivée. Est-ce que quelqu'un est venu vous voir, comme votre patron ou vos collègues » Max fit non de la tête. « Et ma femme » Je ne l'ai pas vue. Nous allons retirer certains bandages de votre visage. Si cela vous convient. Max acquiesça et le médecin entreprit, avec minutie, de découper les bandages. À la vue de son reflet, Max fut pétrifié, son visage, bien que familier, avait subi des transformations déroutantes. Le médecin expliqua que des dommages significatifs avaient été causés et que, malgré tous leurs efforts, il avait été impossible de restaurer complètement son ancienne apparence. Plus tard, une petite femme blonde entra, portant du thé. Elle se présenta sous le nom de Dr Adresa Ramja, mais invita Max à l'appeler Dr A. Ils engagèrent la conversation, et Max confessa que son mariage traversait une période tumultueuse, suspectant sa femme d'infidélité. Dr A proposa de découvrir la vérité, mais demanda si Max était prêt à l'assumer. Max, obstiné, déclara qu'il avait besoin de savoir. Elle promit de l'aider et laissa plus de thé pour favoriser son rétablissement. Un autre visiteur apparut plus tard, un détective venu s'enquérir de l'attaque. Max raconta qu'il ne se souvenait de rien après être arrivé chez lui, détail qui l'intriguait lui-même étant donné sa mémoire habituellement vive. Le détective a révélé que Shannon était à New York en compagnie de Jake Sylvester, ce qui ne fit qu'augmenter les soupçons de Max.
Cette nuit-là, les souvenirs de l'attaque revinrent en force. Le matin, le docteur a revint, offrant une nouvelle fois du thé et s'enquérant de l'état de sa mémoire. Max avoua alors qu'il se souvenait parfaitement de l'attaque. Le docteur a dévoilé qu'elle connaissait les moindres détails de son cas et de son mariage, ce qui incita Max à envisager sérieusement le divorce. Elle proposa ensuite de lui montrer ce que Shannon faisait exactement à New York. À sa grande surprise, Max accepta de regarder l'écran. Une vidéo s'afficha, dévoilant un patio luxueux où un homme en maillot de bain et une femme en bikini étaient assis à une table. Max reconnut immédiatement la femme, c'était Shannon. Quant à l'homme, c'était bien Jake Sylvester. Max murmura, bouleversé, c'est Jake Sylvester, je me souviens de lui cette nuit-là. Un homme plus âgé rejoignit alors le couple, se séchant avec une serviette. Un chariot de boissons fut roulé jusqu'à eux, et l'homme s'adressa au groupe. C'est Mario Alvarez, murmura Max, Dresa expliquant qu'il était lié à une organisation criminelle majeure. Mario gronda Jake, mécontent, ce n'était pas prévu que tu le mettes à l'hôpital. Je t'avais tout donné pour qu'il obéisse, et ça n'a pas marché. Jake admit, même après que nous l'avons humilié devant sa femme. Mario l'interrompit sèchement, qu'est-ce que tu as fait? Attends-tu vraiment des résultats après avoir perdu un mois? Désormais, tu n'as plus de temps. Mario donna un dernier avertissement à Jake avant de quitter la scène. La vidéo s'arrêta, laissant Max bouleversé et abasourdi. Comment avez-vous fait cela? Êtes-vous un détective privé? Demanda-t-il. C'est un secret commercial, répondit-elle en haussant les épaules. Je devrais appeler le détective Hansen, ajouta Max. Elle posa sa main sur son bras, pas encore. J'ai une autre idée. Je veux que justice soit rendue pleinement. Max acquiesça. Ils passèrent l'heure suivante à discuter de cette nouvelle stratégie. Lorsqu'ils eurent terminé, il demanda, qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous médecin? Oui, répondit-elle, j'ai plusieurs doctorats. Alors, qui ou quoi êtes-vous? Insista-t-il, impressionné. Elle le contempla un instant avant de répondre, es-tu sûr de vouloir savoir? Oui, j'ai besoin de savoir, affirma-t-il, résolu. Elle hocha la tête. Très bien. Allonge-toi et détends-toi. Il fit ce qu'elle lui indiqua, ferma les yeux et se concentra. Il sentit ses mains douces sur sa tête, puis ses lèvres sur les siennes, une secousse d'électricité statique le traversa. Traversant son esprit, des images étranges défilèrent, des créatures sombres, des montagnes, des éclairs, et une imposante Adrestia, tenant une épée dans ses écailles. Malgré ces visions troublantes, il n'avait pas peur. Au contraire, il ressentait une attirance intense pour Adrestia, plus puissante que tout ce qu'il avait jamais éprouvé. Submergé par le désir, il l'embrassa profondément, ressentant un amour différent de tout ce qu'il avait connu auparavant. « Je ne peux pas faire ça, dit-il en se retirant. Je suis marié. » Elle le regarda calmement. « Mais ta femme te trompe. Tu ne mérites pas cela. »« Je le sais, répondit-il. Mais deux torts ne font pas un bien. » Elle sourit et l'embrassa à nouveau, chuchotant, c'est la bonne réponse. Tandis qu'elle lui caressait le visage, d'autres images envahirent son esprit. Terrifié, il voyait les visages reconnaissants de ceux qu'elle avait aidés et comprit enfin qui elle était vraiment. Il savait qu'il tombait profondément amoureux d'elle et qu'il ferait tout ce qu'elle lui demanderait. « Je suppose que tu comprends maintenant, dit-elle, désormais habillée et assise. »« Oui, je pense, répondit-il, toujours en train de traiter les nouvelles informations. »« Mais pourquoi moi? J'avais besoin de te tester, et tu as réussi. La plupart n'auraient pas résisté, mais tu as fait le bon choix. » « Et Ellie, l'as-tu testé de la même manière? Demanda Max. Elle rit. Non, le cœur d'Ellie a toujours appartenu à sa femme. De plus, il était déjà mort quand je l'ai recruté. Donc, il travaille pour toi? Exactement, répondit-elle. Plus qu'un allié, il répond à une puissance supérieure. Oh, fit Max, essayant toujours de tout comprendre. Et moi? Tu as mentionné que tu voulais faire de moi un allié. En réalisant les changements à venir, Max comprit qu'il devait abandonner son ancienne vie, mais il ne pouvait pas la refuser. « Je suis ouvert à cela, dit-il. Mais cela nécessitera beaucoup de changements. C'est pourquoi j'ai suggéré un changement de nom, répondit-elle. Lors d'un séjour dans l'Idaho, tu seras en sécurité, formé et préparé. Ellie t'encadrera, et je te fournirai ce dont tu as besoin. Le temps presse.
Je devrais informer mon avocat, dit Max, et Ellie connaît quelqu'un qui peut t'aider. Et nous avons un juge qui nous doit des faveurs. Concentrons-nous sur ton amélioration. Je vais devoir démissionner du travail, dit Max en hochant la tête. Votre patron viendra lui rendre visite cet après-midi. Dites-lui, mais ne donnez pas de détails. Maxwell Burns devait disparaître pour perturber les plans de Shannon et Jake. Qu'en est-il des empreintes digitales, demanda-t-il. Elle sourit, prit ses mains et, après une brève chaleur, répondit qu'elles avaient changé. Je ferai en sorte que vous rencontriez un avocat demain. Alors, qui vais-je devenir, demanda-t-il. Maximilian Bernick, décida TL. Cela semblait bien. Moi, Max a accepté Max Bernick, mon ange vengeur, ajouta-t-elle avec un sourire. Es-tu prêt pour cela? Il réfléchit brièvement puis répondit, oui, je le suis. Elle rit, enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa sur la joue. Méfiez-vous des tricheurs, dit-elle. J'ai beaucoup à mettre en place, alors je ferai mieux d'y aller. Repose-toi, tu auras besoin de ta force dans l'Idaho. Il hocha la tête et la regarda se diriger vers la porte. Adrestia, l'appela-t-il. Elle se tourna et sourit. Je t'aime aussi, Max, et je te verrai toujours demain, dit-elle en lui faisant signe avant de quitter la pièce. Après son départ, il se détendit en pensant à ce qui venait de se passer. C'était l'expérience non sexuelle la plus intense qu'il ait jamais vécue, mais c'était plus qu'une simple passion. C'était un échange d'informations. Il connaissait tous les visages de sa mystérieuse galerie, chaque nom et chaque histoire. Il comprenait aussi qu'elle était plus qu'une simple porteuse de justice. Elle était la vengeance elle-même, avec le pouvoir de détruire ceux qui la contrariaient. Il réalisa que même si elle aimait ceux qu'elle avait aidés au fil des âges, son amour pour lui était différent, plus profond, plus romantique. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais montré à personne d'autre, pas même à Elijah Jones, l'ancien soldat de l'Union qu'elle avait recruté après sa fin de vie pendant la guerre civile. Mais pourquoi moi? Se demandait Max. Pourquoi m'impliquer alors qu'elle pouvait gérer seule Shannon et ses complices? Un coup à la porte le ramena à la réalité. Son patron, Jim Fredericks, venait d'arriver. Max constata que Jim entra en souriant, mais affichait pourtant une certaine perplexité alors qu'il s'approchait du lit. « Qu'est-ce qui ne va pas, Max? Vous avez l'air différent, demanda-t-il. Comment vous sentez-vous? Mal, mais beaucoup mieux, répondit Max. Ils ont pratiqué une chirurgie reconstructive sur mon visage, c'est pour ça que j'ai l'air différent. Je suis content que vous alliez mieux, dit Jim. Ne vous inquiétez pas pour le travail, concentrez-vous simplement sur votre rétablissement. Vous avez une idée de qui vous a fait ça? J'ai une idée, répondit Max. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jim. Je suis toujours en danger, expliqua Max. Les gens qui m'ont attaqué, y compris Shannon, pourraient me poursuivre à nouveau. Votre femme? Demanda Jim, choqué. Pourquoi ferait-elle cela? Pour de l'argent, dit Max en lui donnant un bref aperçu de la situation. Vous avez besoin de congé? Demanda Jim. Quelque chose comme ça, répondit Max. Je vais devoir changer d'identité avec ce nouveau visage. Max Burns doit disparaître. Pour combien de temps? Demanda Jim. Probablement de façon permanente, déclara Max. Je ne voulais pas disparaître sans vous le dire. Je vous suis reconnaissant. Je vous mettrai en congé payé pendant 4 mois, dit Jim. Faites-moi savoir si cela devient permanent, nous couvrirons votre poste. Alors, ne vous inquiétez pas, merci, Jim. Vous êtes un bon ami, dit Max. C'est avec plaisir, répliqua Jim. Prenez soin de vous, et j'espère que nous nous reverrons. Ils se dirent au revoir, puis Jim partit. Le lendemain matin, après ses examens, le médecin arriva presque fébrile de bonne humeur. Max, vos fractures sont complètement guéries et vos testicules sont pleinement fonctionnels. Nous pouvons commencer votre processus de sortie demain. C'est une excellente nouvelle, dit Max. Plus tard, une femme entra avec un grand homme portant un Stetson usé et une femme blonde mince. Bonjour, Max, dit-elle. Je suis Adrestia. Voici Ellie Jones et Danny Jones. Danny, le petit-fils d'Ellie, est avocat et vous aidera avec votre divorce et votre changement d'identité. Max serra les mains de chacun. Enchanté de vous rencontrer tous les deux. Commençons.
Danny examina les documents avec Max tandis qu'Adrestia et Ellie observaient. Après environ 1 heure, ils avaient terminé. « Je vais travailler avec votre avocat pour finaliser tout cela, » dit Danny. Adrestia tendit le téléphone de Max. « Il a été laissé chez votre avocat » expliqua-t-elle. Max appela alors son. L'âme d'avocat de Danny avait pris toutes les dispositions pour qu'il rencontre Soul à 13 heures après le rappel. Danny s'était mis en route pour cette rencontre cruciale. Il était temps pour la prochaine étape. Max devait envoyer un message texte à sa femme, lui disant qu'il s'occupait des livres de Mario, et lui demander de le rencontrer aux 4 saisons à 18 heures. « Est-ce bien là qu'elle séjourne » demanda-t-il. « Oui » lui répondit Danny, « dis-lui d'apporter tout ce dont tu as besoin. Elle te répondra à l'adresse que tu lui as indiquée. » Max envoya le message et, quelques minutes plus tard, Shannon répondit en posant de nombreuses questions sur ses demandes. Max rétorqua, « Tu recevras ce qui t'est destiné, patiente encore un peu. » Aucune autre réponse ne vint d'elle. « Elle ne se soucie plus de toi, » déclara Adresa en percevant ses pensées, voyant des larmes monter dans ses yeux. Elle lui tint doucement la tête. « Ne pleure pas pour elle, Max. Elle n'en vaut pas la peine. Reste fort pour moi. Je t'aime et je serai toujours là pour toi. » Elle déposa un baiser sur ses lèvres et Max se sentit immédiatement apaisé. « Je t'aime aussi, » dit-il. Adresa sourit et l'embrassa une fois de plus avant de se lever. « Es-tu prêt à t'envoler pour Spokane demain ? Ellie restera avec toi ce soir et partira avec toi demain. Je te verrai au matin, » ajouta-t-elle. « Ai-je vraiment besoin d'aller en Idaho » demanda Max, inquiet. « Oui » répondit-elle gravement. « Tu dois te remettre en forme et rester en sécurité. Tu seras protégé là-bas et personne ne saura où tu es allé. Je serai toujours avec toi. » Elle posa une main sur sa poitrine. Ici, puis elle toucha son front. Et ici. Je comprends, acquiesça Max en lui prenant la main. Peux-tu me rendre un service ? Bien sûr, répondit-elle. Il lui tendit son alliance. Donne ceci à Shannon. Dis-lui que je n'en ai plus besoin. Elle examina attentivement la bague, puis hocha la tête. Bien sûr, Max, je serai heureuse de le faire. Merci, murmura-t-il tristement. Elle regarda Ellie. Veille sur lui, j'ai une étrange intuition que quelque chose pourrait arriver ce soir. Ne t'inquiète pas, répondit Ellie. J'ai tout sous contrôle. Elle hocha la tête et partit. À 1500 milles de là, Shannon Burns contemplait son téléphone, abasourdi par les SMS de son mari. Il avait soudainement accepté de s'occuper des livres de Mario, alors qu'il avait fermement refusé auparavant. Elle savait pourtant qu'il était toujours à l'hôpital, mais ces messages soulevaient en elle une multitude de questions. Comment avait-il récupéré son téléphone ? Il avait vidé ses poches avant que les hommes ne l'attachent, laissant ainsi son téléphone sur la commode de la chambre. Personne ne l'avait emmené à l'hôpital. Pourquoi avait-il changé d'avis ? Ce n'était pas de son genre d'aller à l'encontre de ses principes, encore moins sur quelque chose d'illégal. Qu'est-ce qui avait changé ? Elle se demandait qui était ce nouvel assistant. Elle avait rencontré la plupart de ses collègues et était curieuse de connaître cette nouvelle personne. Et que signifiait son message, vous comprendrez ce qui vous arrive ? Cela ressemblait presque à une menace, ce qui n'était pas dans les habitudes de Max. Ce qui intriguait le plus Shannon, c'était la mention de Max en parlant de rencontrer son assistant aux Four Seasons. Comment savait-il qu'elle restait là-bas ? Avait-il engagé un détective privé ? Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ? Demanda Jake en voyant son trouble. Elle lui montra les textes, qu'il lut attentivement avant de hausser les épaules. Quel est le problème ? Cela ne ressemble pas à Max, dit-elle. Et je ne lui ai jamais connu d'assistant. Je pense qu'il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Jake répondit posément, il est toujours à l'hôpital, c'est vrai. Il sera mort après avoir fini les livres. J'appellerai Mario avec la bonne nouvelle. Ok, dit doucement Shannon, encore hésitante. Jake remarqua son hésitation. Tu n'as pas de doute, n'est-ce pas ? C'est juste. Commença-t-elle avant que Jake ne la presse, HK sera bientôt mort et tout sera à toi. Alors, nous pourrons être ensemble comme nous l'avions prévu, dit-elle avec un léger sourire. Pendant ce temps, Max finissait son thé et jeta un coup d'œil à Ellie, qui lisait un magazine. Quelque chose d'intéressant, demanda Max et Ellie répondit avec désinvolture, juste en train de lire si les gens se soucient vraiment de savoir avec qui une actrice couche. Max rit.
Ce n'est pas mon cas, mais je suppose que certains aiment perdre du temps, dit Ellie. Max hocha la tête sans argumenter. Ellie lança alors à Max un regard perçant. Quoi, demanda Max, j'ai quelque chose entre les dents. Ellie rétorqua, non, j'essaie juste de comprendre ce qu'une Drassa voit en toi. Je ne l'ai jamais vue aussi amoureuse d'un mortel. Moi non plus, j'essaie de comprendre, admit Max, je suis juste un gars ordinaire. Non, tu ne le es pas, répondit Ellie, son ton rempli de mystère et de gravité. Ellie dit que je pouvais lire le visage d'un homme comme dans un livre. Ce que je veux savoir, c'est quels sont tes vrais sentiments pour elle. Je ne peux pas l'expliquer, mais je l'aime, dit Max. Est-ce que ça a du sens? Je suis marié mais j'aime une autre femme. Ellie rit. C'est tout à fait logique. Tu es un jeune homme et c'est une belle femme, même si elle est beaucoup plus âgée. Mais c'est plus qu'une simple apparence, n'est-ce pas? Oui, c'est bien plus, concéda Max. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi maintenant, elle est. Ellie ajouta, souviens-toi qu'elle n'est pas comme toutes les femmes que tu as jamais rencontrées. Je sais, répondit Max. Je suppose que je dois adopter mon meilleur comportement. Ellie sourit. Je pense aussi, mais je ne pense pas que ce sera un problème pour toi. Pourquoi dis-tu ça? Demanda Max. Parce que tu es un homme bon et honnête, dit Ellie. Tu as toujours fait ce qu'il fallait, et cela te servira bien. Tu sais tout ça. Oui, répondit Max, mais qu'est-ce que cela signifie? Adrestia t'aime, dit Ellie. Elle aime tout ce qu'elle aide, mais avec toi, c'est différent. La vérité est qu'elle a probablement plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Traite-la simplement avec respect et ne lui fais pas de mal. Je ne pourrai jamais lui faire de mal, affirma Max. Je le crois. Mais tu es humain et les humains font des erreurs. Reconnais-les quand tu les fais. Cela a du sens, admit Max. Mais que veux-tu dire quand tu dis qu'elle a plus besoin de moi que moi d'elle? Elle est immortelle mais pas sans émotion, expliqua Ellie. Elle a affaire avec le mal depuis des siècles. Imagine ce qui pourrait arriver si elle perdait le contrôle. Max secoua la tête. Je ne peux même pas imaginer. Alors, où est ma place? Elle a besoin de quelqu'un pour la garder les pieds sur terre, quelqu'un sur qui elle peut compter, qui la comprend et l'aime. Cela ressemble à un mari, dit Max. Ellie acquiesça. Je pense que tu peux gérer ça. Souviens-toi qu'elle n'est pas comme n'importe qui d'autre. Je sais, dit Max. Si je choisis d'être son âme sœur, je connaîtrai l'amour comme jamais auparavant. Elle ne cuisinera peut-être pas ou ne fera pas le ménage, mais elle sera avec toi de toutes les manières qui comptent. Aucune pression, répondit Max avec un soupçon de sarcasme. Ellie rit. Prends ton temps et réfléchis Y. Je vais y réfléchir, dit Max. Où vas-tu? J'ai juste besoin de discuter avec quelques gars dans la rue, répondit Ellie avec un clin d'œil. Je serai de retour plus tard au restaurant Four Seasons. Shannon et Jake terminèrent leur repas alors que l'horloge sonnait 18 heures. Une voix de femme retentit derrière eux. Madame Burns, je présume. Une jeune femme blonde s'assit entre Shannon et Jake. Shannon, surprise, pensa, est-ce que Max vole le berceau? Non, ce n'est pas ce que tu pensais, répondit la femme avec un sourire sournois. Shannon demanda, pas ce que je pensais dans le berceau? C'est à cela que tu pensais? La femme continua, comment sait-elle? Shannon se le demanda intérieurement. Peu importe comment je sais, répondit la femme en souriant davantage. Jake, confus, pensait, j'adorerais la mettre au lit. La femme lança à Jake un regard glacé. Non, toi. Shannon, encore plus confuse, demanda, ce n'est pas ce qu'elle a dit, non plus. Est-ce qu'elle pense à coucher avec moi? La femme répondit, Jake, ne pense pas à cela. Jake rougit alors que Shannon le regardait fixement. Finissons, dit la femme. Shannon lui tendit un disque dur interne. Tout ce dont Max a besoin est ici, déclara Shannon. Le disque est crypté et le mot de passe est en bas. Nous nous attendons à des mises à jour régulières, et vous entendrez parler de lui quand il sera temps, continua la femme d'un ton sévère. Vous ne vous inquiétez pas pour l'état de votre mari, demanda froidement la femme. Non, répondit Shannon. Il doit juste faire son travail. S'il essaie quoi que ce soit, le lecteur sera effacé et il sera dans un état encore pire. Je comprends, dit la femme.
Mais si vous ne retirez pas votre main, vous ne vivrez pas pour le regretter. Une étincelle jaillit entre la main de Shannon et le poignet de la femme, forçant Shannon à reculer précipitamment. Je pars maintenant, nous serons en contact. Et gardez votre chien en laisse la prochaine fois que vous sortirez, dit-elle en se levant. Fouillant dans sa poche, elle ajouta, une dernière chose dont votre mari n'a pas besoin. Elle jeta l'alliance de Max sur la table. Bonne nuit. Elle partit, laissant Shannon et Jake stupéfaits. Qu'est-ce que c'était, demanda Shannon à Jake, secoué. Jake sortit son téléphone alors que Shannon mettait la bague de Max dans son sac à main, ressentant un bref pincement de culpabilité avant qu'il ne disparaisse rapidement. Je ne sais pas, répondit Jake, mais je veux qu'elle soit suivie. Jake décrocha et, d'un ton rapide, annonça, ouais, elle vient de partir, la petite blonde. Bon Luke, fais attention. Il raccrocha aussitôt. Shannon, furieuse, répliqua, tu pensais vraiment coucher avec elle? Jake baissa les yeux, confus. Je suis désolé, dit-il penaud. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu ferais mieux de te ressaisir, gronda TL. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Jake sonna de nouveau. Après avoir écouté un moment, il fronça les sourcils. Que veux-tu dire, elle a disparu? Trouve-la comme il faut, je veux savoir où elle est. Lança-t-il avant de mettre fin à l'appel. Ils l'ont perdue, expliqua-t-il à Shannon. Elle a tourné un coin et était partie. Shannon esquissa un sourire et sortit son téléphone. Ne t'inquiète pas, il y a un tracker dans le lecteur, dit-elle. Mais, après plusieurs tentatives infructueuses pour localiser le signal, son visage s'empourpra de colère. Elle a désactivé le tracker, je n'arrive pas à obtenir de signal. Pendant ce temps, un homme de grande taille approchait de deux autres, vêtus de costumes sombres, dans une ruelle. Instinctivement, ils cherchèrent leurs armes, mais se figèrent lorsqu'une voix derrière eux s'éleva, n'y pensez même pas. Ils se retournèrent pour découvrir un jeune homme, coiffé d'un chapeau de cow-boy, tenant un fusil. Le plus grand des hommes éclata de rire, qu'est-ce que vous faites ici, les garçons, tout habillés comme ça? Ce ne sont pas vos affaires, répondit sèchement le vieil homme. Vous avez entendu ce manque de respect? S'insurgea le plus jeune. Bien sûr, répondit l'homme corpulent avec un sourire. Avant qu'il ne puisse réagir, le grand homme attrapa le plus gros d'entre eux, lui baissa son pantalon et lui administra une fessée cuisante, le laissant en pleurs sur le sol. L'autre homme voulut intervenir mais s'arrêta net lorsque le jeune cow-boy pointa son fusil sur lui. Ellie, le grand homme, démonta ensuite leurs armes et assomma les deux hommes d'un mouvement rapide. « Où as-tu appris ça » demanda Amos, le plus jeune. « Je l'ai vu à la télévision, j'ai pensé essayer » répondit Ellie avec un sourire. « Ce n'était qu'une émission » rétorqua Amos. « Ça me paraissait assez réel » riposta Ellie en haussant les épaules. « Ils seront hors d'état de nuire pendant environ un jour. »« Allons-y » Amos acquiesça et ils se séparèrent. Ellie resta un moment pour fumer une cigarette avant de revenir dans la chambre de Max. Plus tard dans la nuit, Max et Ellie étaient assis devant la télévision, silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Ayo entra et embrassa Max et Ellie plaisanta, « Où est mon baiser ?»« Si je t'embrassais, Lizzie te botterait les fesses et tu le sais, » répondit-il avec un sourire. Max, confus, demanda, « Qui est Lizzie ?»« Lizzie est ma femme, Elisabeth, » répondit Ellie. « Et oui, elle le ferait. » Max se tourna vers Adrestia. « Comment ça s'est passé? As-tu obtenu l'information? » « Oui, j'ai désactivé le tracker, décrypté les fichiers et supprimé le virus qu'ils avaient planté, dit-elle avec un sourire. « Tu as fait tout ça ?» demanda Max, surpris. « Je t'ai dit que je suis capable d'effectuer plusieurs tâches à la fois, répondit-elle, satisfaite. « Donc, nous sommes prêts à mettre en œuvre le plan? » Oui, confirma-t-elle. « Je ferai en sorte que l'information parvienne aux bonnes personnes. » Comment a réagi Shannon quand tu lui as donné ma bague demanda Max. Elle a ressenti un bref moment de culpabilité, mais sa cupidité a rapidement pris le dessus. Elle ne se soucie vraiment pas de toi, Max. Je suis désolé, dit Adrestia. Max hocha la tête, sentant ses émotions monter en lui. Adrestia s'assit à côté de lui et l'embrassa sur le front, et il se sentit immédiatement mieux. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi elle ferait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer et la soutenir. Ai-je fait quelque chose de mal demanda-t-il. Tu n'as rien fait de mal, l'assura Adrestia.
Shannon est impliquée avec des personnes dangereuses qui ont tordu son esprit et nourri sa cupidité. Ce n'est plus la femme que tu as épousée. Tu n'as pas de doute, n'est-ce pas, demanda Max. Même si je pouvais pardonner la tricherie, je ne pourrais plus jamais lui faire confiance, répondit-il. Tu devrais savoir qu'il prévoit de te liquider quoi qu'il en soit, ajouta Adrestia. Shannon pense que c'est le seul moyen d'obtenir ton argent, car elle sait qu'elle n'obtiendra rien en cas de divorce. Et tu as vu cela dans son esprit, demanda Max. Oui, confirma TL. J'espérais que ce n'était qu'une pensée passagère, mais elle est déterminée à te voir mort. Que faisons-nous, demanda Max, nerveux. Nous tenons-nous en à notre plan, dit-elle fermement, prenant sa tête dans ses mains. Regarde-moi dans les yeux et écoute, aucune main levée contre toi ne prévaudra. Vous êtes mon élu et je vous accompagnerai à travers cela. Comprenez-vous? Max sentit sa détermination se renforcer. Je comprends, dit-il. Bois du thé et repose-toi, tu en auras besoin. Je te verrai demain matin, lui dit-elle. Merci pour tout, dit Max. Elle lui caressa brièvement le visage. Fais de beaux rêves, dit-elle avec un sourire avant de partir. Max but une autre tasse de thé et regarda la télé avec Ellie pendant un moment avant de s'allonger. Je vais dormir un peu, dit-il à Ellie. N'hésite pas à continuer à regarder la télé. Je pense que je vais faire ça, répondit Ellie alors que Max s'endormait. Ellie a continué à regarder la télévision pendant que l'esprit de Max se remplissait de rêves vifs. Quand Max se réveilla le lendemain matin et vit Ellie toujours devant la télévision, il demanda « Tu n'as pas dormi ?» Ellie secoua la tête. « Je n'ai plus besoin de dormir. Je suppose que tu as bien dormi, toi. » Max sourit en se rappelant ses rêves. « Oh oui, répondit-il. » Ellie sourit en connaissance de cause tandis que les infirmières emmenèrent Max pour ses examens du matin. Peu de temps après, le médecin arriva avec de bonnes nouvelles. « Max, tu es complètement guéri. Nous allons commencer le processus de sortie maintenant. »« Super, merci doc, répondit Max. Après le petit déjeuner, Adrestia entra dans la chambre. « J'ai entendu dire que tu sortais. »« Je m'appelle Max, dit-elle sans vouloir l'offenser, mais je suis prête à n'en laisser aucun prix. » Puis, se tournant vers Ellie, elle ajouta, « J'ai entendu dire que tu avais croisé certains des crétins de Mario la nuit dernière. »« Ouais, Amos et moi nous sommes occupés d'eux, dit Ellie. Elle hocha la tête. Leur patron n'est pas content de maintenant. Elle a remis à Max une enveloppe contenant 2 billets pour Spokane, un pour lui et un pour Ellie. Il y avait aussi de nouvelles cartes d'identité. Danny et ton avocat rencontreront le courtier en valeurs mobilières après avoir vu le juge Stone ce matin. Tout est réglé. Vous avez été occupé, dit Max, qu'en est-il des livres de Mario? Il y a des preuves de crimes multiples, armes, pilules, prostitution, corruption. Il faudra du temps pour trier tout cela. Comment te sens-tu? Tu as l'air bien reposé. Je me sens mieux que je ne l'ai fait depuis longtemps, dit Max. Ça fait plaisir à entendre, murmura-t-elle à son oreille. Et ce n'était qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Tu veux dire? Commença Max avant qu'elle ne le fasse taire avec un baiser. Oui, c'était réel, dit-elle. J'espère que tu as apprécié ça. Oh mon Dieu, répondit Max en se rappelant les souvenirs vifs. Auxquels tu tiens, ajouta-t-elle. Je t'écrirai chaque semaine et tu me verras tous les soirs. Qu'est-ce que tu veux dire? Le camp Rollins a des règles strictes, pas de téléphone, pas d'internet, seulement du courrier postal. Je m'assurerai que tu aies une adresse pour me joindre. Souviens-toi que ton nom est Bonish, pas Burns. Je l'ai compris, répondit Max. Encore une chose, ajouta-t-elle. Je sais que tu as participé au camp d'entraînement de l'Air Force. Crois-moi, ce sera plus difficile. Formidable, répliqua Max avec sarcasme. Ne t'inquiète pas, le rassura TL. Tu es plus fort que tu ne le penses. Quand tu te sentiras faible, pense à moi. Tu feras ça? Je le ferai, affirma Max. Ils apportent tes papiers de sortie, donc je dois y aller, dit-elle. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Je le ferai, répéta Max en hésitant. Qu'en est-il de mes bagages? Je n'ai pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Non, répondit Adrestia. Ils auront tout ce dont tu as besoin. D'accord, dit Max. Je t'aime, Adrestia, ajouta-t-il en l'embrassant. Je t'aime aussi, Max, répondit-elle. Après qu'ils se furent séparés, elle sourit une dernière fois et s'en alla. Max s'habilla, puis une infirmière entra avec ses papiers de sortie et un fauteuil roulant.
À quoi sert le fauteuil roulant, demanda-t-il. Politique de l'hôpital. Nous ne voulons pas que tu te blesses en sortant, expliqua-t-elle. C'est logique, acquiesça Max en s'asseyant. L'infirmière le conduisit jusqu'au trottoir où Ellie les suivit. Elle aida un taxi et aida Max à monter à l'intérieur. Ellie prit place de l'autre côté. Où va-t-on, demanda le chauffeur. À l'aéroport, répondit Max, au terminal d'American Airlines, s'il vous plaît. Compris, dit le chauffeur. Après leur arrivée, Max remarqua qu'ils avaient encore quelques heures avant l'enregistrement. Pourrions-nous prendre une bière? C'est pour moi, proposa Max. D'accord, acquiesça Ellie. Ils trouvèrent un petit bar dans le terminal et burent une bière. J'apprécie cela, dit Max. Que savez-vous de ce camp? C'est difficile, répondit Ellie. Avez-vous eu affaire à quelqu'un qui l'a vécu? Demanda Max. Une ou deux fois, admit Ellie. Vous ne pensez pas que je suis à la hauteur, n'est-ce pas? Demanda Max. Je pense que tu as le cœur et l'intelligence pour ça, mais tu ressembles à quelqu'un qui a passé 10 ans derrière un clavier, répondit Ellie, avec un sourire encourageant. Max ajouta que j'avais pris du poids et que je m'étais ramolli. Peut-être que c'était pour ça que Shannon avait agi ainsi. Ellie aurait pu dire que c'était surtout par cupidité et à cause de mauvaises influences. Aucun doute là-dessus. Max continua, nous savons qu'elle en veut à ton argent. De combien parlons-nous? Beaucoup plus de 10 millions de dollars, répondit Ellie en sifflant d'étonnement. Comment as-tu compris cela? Max haussa les épaules. Je m'intéresse aux chiffres et à l'économie depuis des années. Mon père m'avait appris la bourse. J'ai commencé à investir jeune, et j'ai appris de mes erreurs. À 18 ans, je valais un demi-million, puis j'ai continué. À l'université, j'avais plus de 5 millions de dollars, et cela a doublé depuis. Pas étonnant qu'elle en veuille à mon argent. Ellie acquiesça, lorsque Shannon et moi nous sommes mariés, j'ai insisté pour un accord prénuptial. Elle était furieuse, mais j'ai expliqué que c'était pour protéger ce que j'avais construit. Mon objectif était de permettre à nos enfants d'aller à l'université, de les préparer et de prendre ma retraite à 55 ans. Je suppose qu'elle en avait assez. En attendant, dis-je, quel conseil as-tu pour ce camp? Max demanda, vous avez un avantage que la plupart n'ont pas. Ellie réfléchit et répondit, la plupart des gars là-bas sont effrayés, seuls et en colère. Mais il faut toujours se rappeler une chose. Quoi donc? Demanda Max. Peu importe à quel point tu te crois dur, il y a toujours quelqu'un de plus dur, dit Ellie. Tu n'es pas invulnérable. Moi, j'ai déjà tout perdu. Je ne peux pas être éliminé 2 fois. Bon point, acquiesça doucement Max et Ellie rit alors et tapota l'épaule de Max. Ne t'inquiète pas, Youk. Ça va aller, dit-il. Après avoir terminé leur bière, ils se dirigèrent vers le contrôle de sécurité sans bagages. Ils passèrent rapidement et montèrent bientôt dans l'avion. Max prit le siège près de la fenêtre tandis qu'Ellie, assis au milieu, paraissait pour la première fois légèrement inquiet. Max demanda pour la première fois à propos de ses machines. Ellie répondit que le cheval était davantage son style. Le cheval? Max réitéra. Ellie hocha la tête en ajoutant, ouais, je t'en parlerai un jour. Eh bien, ces avions sont plus sûrs que la plupart des autres moyens de transport. Même si nous nous écrasions, tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas? Max répondit, techniquement non, mais je n'aime toujours pas l'idée de tomber de plusieurs milliers de pieds. Ellie admit, et Max sourit. Une fois que l'avion décolla, il entendit Ellie marmonner, oh merde. Cela le fit sourire. Pendant le vol, Ellie se détendit en regardant par la fenêtre. Tu vas bien? Demanda Max. Oui, ce n'est pas si mal, répondit Ellie. Je te l'avais dit, rétorqua Max, je vais dormir un peu. Plus de 3 heures plus tard, ils atterrirent à Spokane, Washington. À l'extérieur du terminal, ils fumèrent une dernière cigarette en attendant le bus pour Camp Rollins. Un homme trapu en uniforme kaki s'approcha. En direction de Camp Rollins, demanda-t-il. Oui, répondit Max. Finis ta cigarette et monte à bord, dit l'homme. Max et Ellie achevèrent leur cigarette et se serrèrent la main. Fais attention et rappelle-toi de ce dont nous avons parlé, dit Ellie. Quand tu auras fini, merci pour tout, Ellie, répondit Max et Ellie leva son chapeau et retourna au terminal. Max rejoignit les autres hommes qui montaient à bord du bus pour Camp Rollins. Le sergent ne perdit pas de temps pour s'en prendre aux nouveaux arrivants, les qualifiant de groupe de recrues le plus médiocre qu'il n'avait jamais vu. Il aboyait des ordres et réprimandait immédiatement quiconque ne s'y conformait pas. Max se demandait dans quoi il s'était embarqué,
trouvant ses entraîneurs bien plus durs que ceux de la base aérienne de Lackland. Les recrues étaient traitées sans ménagement, leurs effets personnels leur étant immédiatement confisqués. Salopettes vertes, t-shirts blancs, boxeurs et autres produits de première nécessité. Après une douche précipitée et un changement de vêtements, ils furent instruits des règles du camp, ne pas parler à moins qu'on leur adresse la parole, courir partout et obéir à tous les ordres sans poser de questions. Ils marchèrent ensuite jusqu'à leur caserne, où ils trouvèrent leur lit désigné et rangèrent leur équipement. Cette nuit-là, Max dormit profondément, rêvant d'Adrestia, tandis que Shannon, furieuse, scrutait son téléphone. Jake, remarquant sa colère, lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Shannon répondit « Je ne peux pas le suivre. L'hôpital a dit qu'il était sorti, et maintenant, son téléphone n'est plus localisable. Peut-être qu'il ne répond pas, l'a éteint ou t'a bloqué, suggéra Jake. Mais le GPS devrait quand même suivre son téléphone. Où est-il? Je ne peux pas me permettre de le perdre maintenant. Le premier mois au camp fut épuisant pour Max. Il courait constamment sur les collines, traversait des parcours d'obstacles et s'entraînait intensivement au gymnase. La journée commençait à 5h et se terminait à 18h30, la seule pause étant accordée pour une cigarette après le dîner. Max remarqua que le paquet de cigarettes partiellement utilisé qu'Ellie lui avait donné ne semblait jamais se vider, mais il ne s'y attarda pas. Plus rien ne l'étonnait concernant Ellie et Adrestia. Les dimanches étaient consacrés à l'église ou aux tâches ménagères autour du camp. Ces jours-là, ils écrivaient également des lettres. Max adressait ses missives à Adrestia pour l'informer de ses progrès et exprimer combien elle lui manquait. Il chérissait les lettres d'Adrestia, magnifiquement écrites en calligraphie, souvent parfumées d'une légère trace de son odeur. Adrestia le tenait informé de ses avancées avec les livres de Mario et des activités de Jake et Shannon, tandis qu'un enquêteur privé suivait les déplacements de Shannon. Adrestia avait la capacité de plonger dans leurs pensées et leurs plans, enregistrant des choses que l'enquêteur privé ne pouvait pas percevoir. Bien que Max ne puisse pas voir ces enregistrements, Adrestia les conservait précieusement, au cas où il le voudrait. Au fil du temps, Max se retrouva profondément amoureux d'elle, réalisant qu'Ellie avait raison, elle était le parfait mélange d'une déesse immortelle et d'une véritable femme. À la fin du premier mois, Max avait perdu son excès de poids et gagné en tonus musculaire, se sentant plus énergique malgré l'épuisement du deuxième mois. Le camp introduisit alors des conseils psychologiques pendant les séances de groupe. Max partagea son histoire en omettant soigneusement les détails concernant Adrestia et Ellie. Le conseiller, le Dr White, nota que son cas ne semblait pas aussi grave que d'autres et demanda pourquoi il était là. « Mon ami a pensé que cela me ferait du bien, répondit Max. Et pensez-vous que cela aide, demanda-t-elle. Oui, j'ai perdu du poids et gagné en confiance, dit Max, provoquant un rire général dans le groupe. L'entraînement physique et psychologique se poursuivit, mais Max trouva qu'une grande partie des conseils n'était que du charabia psychologique, une prise de vue souvent confirmée dans ses rêves. Pendant ce temps, Shannon et Jake étaient de plus en plus désespérés de localiser Max. Shannon était particulièrement troublée par l'absence de contact, pas d'appel, de SMS, ni de mail. Pourtant, les factures étaient payées et elle recevait toujours son salaire hebdomadaire. Elle soupçonna même que Jake et Mario avaient pris Max, mais Jake rejeta ses inquiétudes. Les mises à jour de Mario arrivaient uniquement par des emails anonymes, indiquant que les livres étaient en cours de traitement. Lorsqu'ils essayèrent de répondre, ils ne reçurent que des messages d'erreur indiquant que l'adresse n'existait pas. À leur insu, suffisamment d'informations avaient déjà été envoyées aux autorités qui se préparaient à des arrestations majeures. Au cours du troisième mois d'entraînement, Max commença à apprécier les cours de combat rapprochés et d'autodéfense tout en poursuivant son entraînement physique et ses séances de conseil. Il déclina l'offre d'une aide juridique gratuite car il avait déjà un avocat. Puis vint la cérémonie de l'incendie de la sorcière, marquant la fin de l'entraînement. Après le dîner, les instructeurs avaient rassemblé les hommes autour d'un poteau. À côté, un tas de bois et une figurine en paille attendaient leur cérémonie. « Prenez une photo de votre conjoint et épinglez-la sur la figurine », ordonna l'instructeur principal. Max n'avait qu'une seule photo du pis montrant à la fois Shannon et Jake. Il la plaça donc sur la silhouette, perçant le visage de Shannon. Ensuite, ils montèrent l'effigie sur le poteau, bien en avant et au centre. Le sergent Boniche ordonna de donner à Max une torche allumée. « Brûle la sorcière », commanda Théil. Max mit le feu au tas de bois et les hommes scandèrent « Brûle, brûle, brûle » alors que la silhouette et les photos étaient consumées par les flammes. La cérémonie se termina avec la distribution de bière par le sergent pour célébrer la fin de leur entraînement. Cette nuit-là, pendant que Max dormait,
Adrestia apparut dans ses rêves. Comment la cérémonie vous a-t-elle fait sentir, demanda-t-elle. Comme si un poids avait été soulevé, répondit Max. Je ne veux pas rivaliser avec les souvenirs d'une ex-femme, ajouta-t-elle. Tu n'as pas à t'inquiéter, répliqua Max. Tu as changé physiquement et mentalement, observa TL. Je me sens comme un nouvel homme grâce à toi, dit Max. Non, tu l'avais en toi depuis le début. Je t'ai juste aidé à le trouver, répondit-elle. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, avoua Max. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Je t'aime. Et je serai toujours là, répondit-elle. Je t'aime aussi, Adrestia, ajouta Max. Demain, c'est ta remise des diplômes, lui rappela TL. Ellie reviendra avec toi, mais sache que Shannon, Jake et certains des hommes de Mario prévoient d'être chez toi. Ils ont l'intention de te liquider si tu ne leur donnes pas ce qu'ils veulent. Le FBI fait déjà des arrestations et Mario pense que tu as fourni les preuves. Que dois-je faire, demanda Max. C'est ton combat. Nous te soutiendrons, mais tu dois diriger, dit-elle. Je te fais un cadeau. Elle posa sa main sur sa tête. Allonge-toi et ferme les yeux. Max ressentit une chaleur et des picotements alors qu'elle touchait sa tête. Je t'ai donné une voix de commandement. Utilise-la judicieusement pour contrôler n'importe quel mortel, expliqua-t-elle. Comment puis-je l'utiliser, demanda-t-il. Concentre-toi sur la commande et donne-la comme tes instructeurs l'ont fait ici, expliqua-t-elle. Rappelle-toi qu'aucune main levée contre toi ne prévaudra. Pense à moi alors que ton armure Max s'éveille. Frustré, Max sortit du rêve et se prépara pour la journée. Il prit son petit déjeuner et se prépara pour la cérémonie de remise des diplômes. Le commandant du camp loua leur transformation, et le sergent principal adressa une dernière recommandation à la classe avant de la renvoyer. Les hommes célébrèrent, échangèrent leurs coordonnées et se dirigèrent vers l'aéroport. Au terminal, Ellie salua Max. Prends soin de toi, Max. L'air frais t'a fait du bien. Merci, Ellie. Ça fait du bien de rentrer à la maison, répondit Max. Dans l'avion, Ellie informa Max que Shannon, Jake et les hommes de Mario étaient déjà chez lui. Amos et un pays surveillaient la situation avec le shérif et ses adjoints. Je m'en occuperai, dit Max en prenant une profonde inspiration. J'ai juste besoin d'un peu de sommeil. Max s'assoupit et se réveilla lorsque l'avion atterrit. Après le débarquement, ils appelèrent un taxi. Avant de pouvoir monter, un skateur entra en collision avec une femme poussant une poussette. Max utilisa sa nouvelle commande vocale pour ordonner au garçon de s'excuser. À sa grande surprise, le garçon obéit immédiatement. « As-tu vu ça ?» demanda Max à Ellie. « J'ai fait du bon travail. »« Ne te monte pas trop la tête » répondit Ellie. Ils arrivèrent enfin à la maison de Max, située sur un terrain boisé de 5 hectares. Ellie reconnut un parking à proximité et demanda au chauffeur de taxi de s'arrêter. Amos s'approcha et les informa que 4 hommes étaient à l'intérieur avec Shannon et Jake. Les adjoints avaient des mandats d'arrêt contre eux. Max, Ellie, Amos et les adjoints se dirigèrent vers la porte d'entrée, tandis qu'un autre adjoint couvrait leurs arrières. En entrant dans la maison, les criminels attrapèrent leurs armes, mais Max les arrêta net. « Figez-vous. Asseyez-vous et gardez vos mains visibles, ordonna Max, et ils obéirent, surprenant les adjoints. Max fit ensuite un signe de tête au serveur de processus qui s'approcha. « Shannon, es-tu Shannon Burns ?» demanda le serveur. Elle hocha la tête. « Réponds-lui » insista Max. « Oui, je suis Shannon Burns » répondit-elle. Le serveur lui tendit une enveloppe. « C'est pour vous » dit-il. Shannon l'ouvrit et y trouva des papiers de divorce, mais elle ne sembla pas surprise. Max, tremblant, la regarda. Shannon prit un stylo de Jake et signa les papiers avant de les remettre au serveur. « Je les apporterai à votre avocat » dit le serveur. Max hocha la tête. « Maintenant, vous allez tous être arrêtés et emmenés en prison » annonça calmement Max. « Une fois là-bas, vous avouerez tout, vous coopérerez pleinement et accepterez la punition qui vous sera infligée. Vous comprenez ? Mario nous fera tuer, génie Jake. S'il te plaît, aie pitié. » De la pitié ? Rétorqua Max. La même pitié que celle que tu m'as montrée ? Tu devrais te considérer chanceux d'être encore en vie. C'est la seule grâce que tu auras. Si Mario veut te liquider, c'est ton problème. Il se tourna vers les adjoints. Emmenez-les, ordonna-t-il. Tandis que les adjoints menottaient les prisonniers et leur lisaient leurs droits, Shannon regardait Max avec incrédulité. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle.
Max répondit froidement. Pour information, Maxwell Burns n'existe plus. Alors, qui es-tu demanda-t-elle, la peur dans la voix. Max Boniche, répondit-il. Les adjoints escortèrent les prisonniers dehors et les firent monter dans leur voiture. Ellie posa une main apaisante sur l'épaule de Max. Mon fils, dit Ellie. Max referma la porte et vit Dresa debout dans le salon, un sourire aux lèvres. Elle l'entoura de ses bras. Je suis d'accord, dit-elle. Même si je suis surprise que tu l'aies épargné. J'y ai pensé, répondit Max. Max admit à contre-séhur, je sais pourquoi. Adrestia lui avait demandé 2 raisons, que Max expliqua d'une voix calme. D'abord, je ne voulais pas que sa fin de vie soit sur ma conscience. Ensuite, je pense que ses souffrances ne font que commencer. Je doute qu'elle restera longtemps en prison. Adrestia hocha la tête, approuvant silencieusement. Ellie avait raison. Elle déclara, tu as le cœur pour ça. Mais il reste une chose à faire, Mario. Max demanda, oui. Adrestia sortit sa tablette et répondit, il rencontre son avocat à New York en ce moment. Elle montra à Max l'écran où Mario, assis au bord de sa piscine, discutait de son cas avec son avocat. Le moniteur affichait les pensées de Mario, je vais faire dessiner et écarteler Maxwell Burns pour ce qu'il a fait. Que diriez-vous d'écraser sa petite réunion? Suggéra Adrestia, attisant la curiosité de Max. Et comment pouvons-nous faire cela, demanda-t-il. Amos et moi reviendrons bientôt. Dit-elle en se tournant vers Max. Je serai avec toi, mais ils ne me verront pas, suis ton instinct. Max hocha la tête. Après un pas en avant, ils se retrouvèrent sur la terrasse de la piscine de Mario. Max remarqua qu'il pouvait à peine voir Adrestia, tandis que les autres ne la voyaient pas du tout. Il s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de Mario et de son avocat. « Qui es-tu » demanda Mario en se levant. « Et comment es-tu arrivé ici » ajouta l'avocat. « Tu ne reconnais pas le comptable que tu voulais pour tes livres ? Tu devrais savoir à qui tu as affaire, Mario, répondit Max. De quoi parles-tu demanda Mario, perplexe. J'étais le gars dont Jake et Shannon t'ont parlé, répondit Max calmement. Oh, c'est donc toi qui m'as doublé, dit Mario, son ton menaçant. Tu sais que je peux te faire éliminer d'un simple appel. Max rit légèrement avant de répondre, la vraie question est, sais-tu à qui tu as affaire ? Mario, habitué à ne pas être défié, resta prudent. D'accord, tu as mon attention. Dis-moi ce que c'est. Max esquissa un sourire, il me faudra arranger les choses, même si le gouvernement fédéral me poursuit. Je ne passerai jamais une journée derrière les barreaux. Mes avocats occuperont les tribunaux pendant des années. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? Des femmes ? J'en ai plein. Dites simplement votre prix. Max ressentit sa colère monter en sachant que Mario avait probablement raison. Même s'il méritait une peine de prison à vie, les avocats de Mario le garderaient probablement libre. Max réalisa que Mario devait être arrêté pour de bon. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. Max, nomme la chose, lui ordonna Mario avec un sourire narquois. Max, impassible, sourit froidement. Il avait pris sa décision. Le sourire de Mario s'estompa lorsqu'il serra sa poitrine, soudain à bout de souffle. Il jeta un dernier regard à Max avant de s'effondrer, mort. L'avocat, sous le choc, fixa Max. Qui êtes-vous ? demanda l'avocat, la voix tremblante. Boniche, répondit Max. Et en ce qui te concerne, je n'existe pas. Je n'ai jamais été là. Comprends-tu ? Oui, je comprends, balbutia l'avocat. Maintenant, va dormir. Quand tu te réveilleras, tu ne te souviendras de rien. L'avocat s'effondra immédiatement dans un sommeil profond. Max sentit une main chaude dans la sienne et, soudain, ils étaient de retour dans son salon. Adrestia lui sourit. « Est-ce que je vais bien » demanda nerveusement Max. Elle l'embrassa profondément. « Oui, plus que bien, mon ange. »« Devons-nous rester dans les parages » demanda Ellie. « Non, Ellie. J'ai tout réglé ici, » dit Adrestia en se tournant vers Max. « Souviens-toi que tu es un homme mortel avec tous les désirs qui vont avec. Mais je serai toujours là dans ton cœur pour t'aider à traverser les tentations. » « Je ne peux pas croire que cela m'arrive, » dit Max, toujours sous le choc. « Ma vie ne sera plus jamais la même. » Max, dit-elle après avoir passé 15 jours dans le coma. Max finit par reprendre conscience. En ouvrant les yeux, la chambre d'hôpital apparut confuse.
Il essaya de reconstituer ce qui s'était passé, des souvenirs flous entre la réalité et les rêves. Et soudain, il réalisa tout. Il avait vécu dans un rêve éveillé, mais aujourd'hui, déterminé à affronter sa femme, Max se concentrait entièrement sur sa guérison. Chaque jour de physiothérapie marquait une étape de plus vers la reprise de ses forces, alimentée par son désir de vengeance. Il fallut 20 jours de plus, mais finalement, Max était prêt. Max avait enduré une thérapie douloureuse pour retrouver la force dans ses jambes, engourdies par l'inactivité. « Ça va faire mal maintenant, mais ça ira mieux dans quelques jours », assura l'infirmière avec un sourire. Max grogna sous la douleur en terminant une heure de thérapie, épuisé et affamé. « Reposez-vous et nous recommencerons demain », dit l'infirmière en l'aidant à se coucher. « Le médecin vous verra bientôt. » Max ferma les yeux pour se reposer, mais bientôt, une voix lourde le réveilla. Le docteur Thomas se tenait là, avec quelques papiers. « Comment allons-nous ce matin, Max » demanda le médecin. « Beaucoup mieux qu'hier » répondit Max. Le médecin examina les radiographies de Max. « Je suis impressionné par vos progrès. Vos côtes sont presque guéries. Vos fractures du crâne également, et vos testicules sont presque entièrement rétablis. Le gonflement de votre visage a presque disparu, et les ecchymoses ont diminué. Quoi que vous fassiez, continuez. Vous pourriez être libéré dans quelques jours. C'est une excellente nouvelle, docteur, déclara Max, vous avez mentionné mes testicules. À quel point les dommages étaient-ils graves? Suffisamment pour que nous ayons envisagé de les retirer, admit le médecin, mais maintenant, ils semblent presque complètement guéris. Comment évalueriez-vous votre douleur sur une échelle de 1 à 10? Environ 2, répondit Max. Bien, dit le médecin en le notant dans le dossier. Nous continuerons à vous surveiller, et j'ajusterai vos médicaments si nécessaire. Reposez-vous et guérissez. Avez-vous des questions? Max hésita avant de regarder le médecin. Non, je suppose que non. J'ai l'impression d'avoir entendu tout cela avant. Des discussions sur mes blessures, une récupération inattendue, des notes de douleur. C'est familier. Une douleur aiguë traversa la tête de Max alors qu'il essayait de donner un sens à tout cela. N'était-ce qu'un rêve? Adrestia, Némésie, la déesse, Élie, le guerrier. Était-ce réel ou mon esprit me joue-t-il des tours? Max ferma les yeux en essayant de se calmer et s'endormit bientôt. Max, une voix familière appela. Mon amour, il la revit juste devant lui. Non, c'est une illusion. Réveille-toi, Max. Elle n'est pas réelle. Danny Jones te rencontrera, demain, tu sais quoi faire, murmurait la voix à l'oreille de Max. Celui-ci se réveilla en sursaut, troublé. Danny Jones? Ce nom, je l'ai entendu quelque part. Elle est avocate, mais comment pourrait-elle savoir qui je suis? Pourquoi m'aiderait-elle? Les pensées se bousculaient dans son esprit tourmenté, tandis que la douleur revenait en vagues. Gémissant, Max ferma les yeux, essayant de retrouver un semblant de calme. Le lendemain matin, après sa séance d'exercice, une infirmière l'aida à se recoucher. Quelques minutes plus tard, elle revint, annonçant la visite d'une femme. Elle dit s'appeler Danny Jones, et assure que c'est important. Max répondit vivement, « Faites-la entrer, s'il vous plaît. » Danny entra dans la chambre, s'approcha et posa une main apaisante sur la poitrine de Max. « On m'a dit que vous souhaitiez désespérément me voir pour une urgence, » expliqua-t-elle d'une voix confuse. Max, intrigué, demanda, « Comment saviez-vous que je voulais vous rencontrer? » Votre assistante m'a contacté. Je n'ai pas retenu son nom, mais elle a dit que c'était urgent et que vous vouliez parler de divorce. Que se passe-t-il entre vous et votre femme? Elle posait la question calmement, mais Max était abasourdi. Il n'avait pas d'assistant et personne, mis à part lui, n'était au courant de ses problèmes conjugaux. Décidant de lui faire confiance, il révéla tout, l'infidélité de sa femme, les exigences de Jake pour qu'il blanchisse leur compte, et son propre désir de protéger ses 10 millions de dollars. On dirait que vous avez une aide providentielle, dit Danny avec un sourire narquois. Votre rétablissement rapide laisse penser que quelqu'un veille sur vous. Vous devriez être libéré bientôt et vous cacher, il semble que votre femme profiterait de votre disparition. Souhaitez-vous que je m'occupe du divorce, ou avez-vous déjà un avocat? Mon avocat, Saul, peut gérer le divorce, répondit Max, mais j'aurais besoin d'aide pour quitter cet endroit. Danny et Max passèrent environ 1 heure à vérifier les papiers nécessaires. Lorsqu'ils eurent terminé, Danny prit la parole, « Je vais me coordonner avec votre avocat et régler ce problème.
Elle tendit à Max son téléphone portable. Surpris, il demanda « Comment l'avez-vous eu ?»« Votre secrétaire me l'a envoyé », répondit Danny avec désinvolture. Max appela Saul. Lorsque celui-ci décrocha, il demanda « Comment te sens-tu ?»« Beaucoup mieux, merci. »« J'ai besoin de te demander une faveur, » répondit Max. « Que se passe-t-il » demanda Saul, intrigué. « C'est compliqué et je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Danny Jones viendra bientôt te voir. Travaille avec elle. » Ainsi, les plans étaient en marche. Max se tenait prêt à affronter la tempête qui approchait. Pour accélérer les choses, Max expliqua « Ah, je sais que c'est une affaire sérieuse. Si elle est impliquée, c'est plus important que ce que je peux expliquer maintenant. » Max dit alors « J'ai signé les papiers et je l'ai autorisé à travailler avec toi, ok. Je serai libre vers 13 h. Je ferai savoir au bureau que je l'attends. » Max demanda à Danny « Est-ce que 13 h te convient ?» Elle hocha la tête, et Max transmit l'information à Saul. Après avoir terminé l'appel, Dan se leva « Je devrais y aller, je dois manger un morceau avant de le rencontrer. »« Ravi de t'avoir rencontré, Max, dit-elle en lui serrant la main. Max la regarda partir avec un étrange sentiment de déjà-vu, comme si tout cela s'était déjà produit auparavant. Il fixa son téléphone par la fenêtre, son esprit tourbillonnant. Il ferma les yeux en tenant le téléphone contre sa poitrine. Lorsqu'il les rouvrit, ses doigts commencèrent à taper tout seuls. Il tenta de s'arrêter, mais ne put comprendre ce qui se passait. Il se demandait, choqué, ce qu'il voyait sur l'écran du téléphone. Le texte s'affichait « J'accepte de faire les livres de Mario. Mon assistant vous retrouvera au restaurant Four Seasons à 18 h. Apportez tout. Ne la cherchez pas, elle vous trouvera. » Shannon répondit « Ok, qu'en est-il de mes demandes ?» Les doigts de Max tapèrent « Tu auras ce qui t'appartient. » Max pensa en panique « Pourquoi ai-je tapé cela ? Je voulais juste m'en aller. » Soudain, une vague de douleur le submergea, le laissant paralysé mais conscient. Il vit une silhouette drapée d'une robe blanche, flottant au-dessus de lui. Max essaya de sourire, ou du moins il le pensa. Ellie sera là. Va avec lui, il t'emmènera là où tu dois aller. Sois prêt pour ce qui va arriver et ne perds jamais espoir. Je suis toujours avec toi et je t'aimerai toujours, murmurait-elle doucement avant de l'embrasser. Une secousse soudaine réveilla Max. Il tenait toujours son téléphone mais la chaleur de ce baiser persistait. Cette nuit-là, il s'endormit en ressentant cette même chaleur. Le lendemain matin, l'infirmière informa Max qu'il était prêt à sortir et que quelqu'un était venu le chercher. Elle l'aida à monter dans un fauteuil roulant et l'emmena dans le hall, où un homme de grande taille l'attendait. Max la reconnut, c'était Elia, tirée tout droit de ses rêves. Avant que Max puisse ouvrir la bouche, Elia leva la main, « Nous avons un long voyage à parcourir, » dit-il. « Nous pourrons parler plus tard. » Max se leva du fauteuil roulant et sortit avec Elia. En passant devant, Max remarqua une foule regardant le personnel médical chargé 2 corps dans une ambulance. « Tu les as vraiment liquidés ?» demanda-t-il à Elia. « J'ai juste essayé quelques mouvements que j'ai vus à la télé », répondit Elia en haussant les épaules. « Je ne pensais pas que ça les liquiderait réellement. » Max murmura, comme pour lui-même, « Donc les rêves sont réels, tu es réel, Adrestia est réel, ne saute pas aux conclusions, gamin, » répliqua Elia calmement. « Tout dans tes rêves ne se réalisera pas. Certains le seront, certains ne le seront pas. Tout dépend de tes actions. » Max, cherchant à comprendre, demanda « Donc les rêves sont comme un aperçu ? Les événements réels peuvent être différents ? Si tu te rétractes sur aucune des actions importantes, tu devras prouver que tu es une vraie affaire. Tu dois réussir un test. » Intrigué, Max demanda « Quel test ? Cela se produit et tu ne le sais peut-être même pas, mais tu sauras certainement si tu échoues. Dans ton cas, je pense que tu as réussi. C'est pourquoi tu te diriges vers le donjon. » Le donjon, demanda Max, mal à l'aise. Quand Rollins, corrigea Elia avec un sourire narquois. Je l'appelle le donjon, ça fait plus dur. C'est une installation pour t'entraîner et te préparer. Je l'ai vu dans mes rêves et je l'ai réussi. Je parie que tu l'as fait, répondit Max en essayant d'avoir l'air confiant. Que tout le monde le fait dans ses rêves. Elia eut un petit rire. Max et Elia prirent l'avion pour Spokane et, en quelques heures, ils se retrouvaient au camp Rollins. C'est aussi loin que je peux t'emmener, dit Elia. À partir de maintenant,
tu es seul. Choisis judicieusement tes batailles, tous les combats n'en valent pas la peine. Parfois, tes ennemis creuseront leur propre tombe. Elia tendit à Max un disque dur externe. Ils t'apprendront à le décrypter et tu décideras comment l'utiliser. Ta femme te l'a remis. Nous attendons de toi que tu nettoies ces dégâts. Nous avons déjà désactivé le tracker, décrypté les fichiers et supprimé le virus. Max prit le disque et entra dans le camp. Le premier mois fut ardu. Max s'attendait à courir sur les collines, franchir des parcours d'obstacles et s'épuiser au gymnase. Chaque jour. Les entraînements épuisants débutaient à 5h et se prolongeaient jusqu'à 18h30. Après le dîner, ils pouvaient fumer une cigarette à l'extérieur de leur caserne. Le dimanche, jour de repos, certains se rendaient à l'église tandis que d'autres s'occupaient des corvées autour du camp. Ce jour-là, beaucoup écrivaient des lettres, mais Max n'avait personne à qui écrire. Il se concentra donc sur l'ordinateur portable qu'Ellie lui avait confié. Pendant ses moments libres, Max découvrit une mine de crimes, armes illégales, pilules, trafic d'êtres humains, corruption. Le lecteur contenait des preuves accablantes contre de nombreux élus, avec des coordonnées bancaires et des numéros de téléphone. Les prisons seront pleines, pensa-t-il satisfait de ses trouvailles. À 1500 $, Shannon et Jake cherchaient frénétiquement à localiser Max. Shannon était particulièrement inquiète. Elle avait confié le lecteur à son assistante, une femme qu'elle méprisait. Elle était persuadée que Max était impliqué avec elle. Cette sorcière paiera, pensait-elle amèrement. Une fois que j'aurai mis la main sur Max, je m'occuperai d'elle. Shannon avait besoin de Max pour accéder à son argent et cela la perturbait de ne pas recevoir de ses nouvelles. Aucun SMS, aucun appel. Rien. Pourtant, les factures étaient payées et elle recevait une allocation hebdomadaire. Elle commençait à suspecter que Jake et Mario avaient peut-être fait quelque chose à Max, mais chaque fois qu'elle abordait le sujet, ils étaient évasifs. Quant aux mises à jour sur les livres de Mario, tout ce qu'il recevait était des emails anonymes affirmant que le travail était en cours. En essayant de répondre, il recevait des messages d'erreur. Shannon savait que suffisamment d'informations avaient déjà été envoyées à certaines agences, prêtes à procéder à des arrestations majeures. Tout cela se déroulait alors que Max terminait le dernier mois de sa formation. Max se plut dans les cours de combat rapprochés et d'autodéfense. L'entraînement physique intense et les conseils psychologiques se poursuivaient, mais il avait décliné l'offre d'une aide juridique gratuite, ayant déjà un avocat. Puis vint la cérémonie du brûlage de la sorcière, marquant la fin de leur formation. Après le dîner, les instructeurs les rassemblèrent autour d'un poteau empilé de bois, une figurine de paille posée à proximité. Quand je donnerai le commandement, épinglez une photo de, commença l'instructeur. Max n'avait qu'une photo du pic qui montrait à la fois Shannon et Jake. Sans hésitation, il l'épingla à la figurine, plantant l'épingle droit dans le visage de Shannon. Attachez solidement l'effigie de paille au poteau, ordonna l'instructeur. Max se plaça devant et au centre. Le sergent lui remit une torche allumée et la lui tint fermement. Brûlez la sorcière, aboya le sergent. Max, d'une voix ferme, répondit « Oui, monsieur » et alluma le tas de bois. Les flammes engloutirent rapidement la silhouette de paille, et les hommes se mirent à scander « Brûlez ! Brûlez ! Brûlez !» L'occasion dégénéra en hurlements sauvages alors que la figurine brûlait jusqu'à devenir cendre, certains hommes ouvrirent même leurs pantalons pour uriner sur les restes encore fumants. Max les rejoignit. Le sergent distribua des bières sorties d'un coffre, et ils célébrèrent la fin de leur entraînement. Max alluma une cigarette pour accompagner sa bière. Le lendemain matin, après une douche et s'être habillé, la classe se rassembla pour le petit déjeuner. Chacun récupéra ses affaires avant de se former pour la cérémonie de remise des diplômes. Le commandant du camp s'adressa à eux. « Messieurs, vous avez parcouru un long chemin. Vous êtes arrivés ici effrayés et humiliés, mais maintenant vous avez retrouvé votre virilité. Vous possédez la confiance et les outils nécessaires pour affronter le monde. Nous sommes là pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si vous avez besoin de quoi que ce soit. À présent, allez affronter le monde. » Le sergent principal donna un dernier commandement, « Attention. Renvoyez. » Les hommes applaudissaient, serraient la main du sergent et échangeaient leurs coordonnées. Avant de monter dans le bus à l'aéroport, Max a croisé Ellie. Celui-ci, en le voyant, s'exclama « Tu as l'air plus beau gosse. Je suppose qu'ils t'ont bien nourri. » Max sourit, amusé, « Ouais, c'était dur, mais j'ai réussi. » Pendant le vol,
Max murmura à Ellie, dans un de mes rêves, j'avais le pouvoir de soumettre les gens à ma volonté. Si j'ai ce pouvoir dans la vraie vie, comment saurais-je? Ellie esquissa un sourire, tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas utilisé. Le temps nous le dira. Quelques heures plus tard, ils quittèrent l'aéroport. Ellie informa Max, tu devrais savoir que Shannon, Jake, et certains des gars de Mario sont chez toi. Amos et un détective privé surveillent les lieux avec des adjoints du shérif. Est-ce que tu es prêt pour ça? Max prit une profonde inspiration, je suis prêt, déclara-t-il avec détermination. Ils firent signe à un taxi. Sur le chemin, un jeune homme en planche à roulettes manqua de renverser une femme avec une poussette. Et, toi, appela Max. L'adolescent s'arrêta et, provoquant, demanda, tu me parles? Ouais, toi, répondit Max et excuse-toi auprès de cette femme, maintenant. Le garçon, en guise de réponse, leva son majeur vers Max et s'éloigna. Ellie rit, je suppose que ton pouvoir est encore en train de se développer. Max soupira, ouais, je suppose qu'il me faut encore attendre. En arrivant chez Max, Ellie demanda au chauffeur de s'arrêter. Amos les rejoignit immédiatement, il y a 4 gars à l'intérieur avec Madame Burns et son ami avocat. Le serveur de procédure et l'adjoint sont ici avec des mandats d'arrêt. Ok, dit Ellie. Suivez-nous à l'intérieur. Max paya le chauffeur, et tous s'approchèrent de la maison. Max ouvrit la porte, et les 4 voyous à l'intérieur s'apprêtèrent à sortir leurs armes. D'une rapidité fulgurante, Max les neutralisa, les assommant fermement. Il aperçut ensuite Shannon et Jake dans le salon. Le serveur remit à Shannon les papiers du divorce, Miss Shannon Burns, vous avez été servie, dit-il. Shannon, stupéfaite, prit les documents. Max s'approcha de Jake, le saisit à la gorge, puis relâcha sa prise. Max lui asséna un coup de poing, lui brisant le nez. Shannon signa les papiers. Max demanda, non, tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, rétorqua-t-elle avec colère. Max ramassa Jake, et avec le bâton d'Ellie, lui fracassa le genou gauche. Jake hurla de douleur. Alors, Shannon, tu signes les papiers maintenant, demanda froidement Max. Non, murmura-t-elle en tremblant. Max frappa le genou droit de Jake, le faisant crier à nouveau. Il suffit de signer ces foutus papiers, supplia Jake en secouant Shannon de signer. Max sentit une main sur son épaule et vit une ombre vêtue de noir. Shannon et Jake le regardèrent, leurs yeux intenses. Les flics vous arrêteront tous les deux. Vous coopérerez et répondrez honnêtement à toutes les questions, est-ce clair, ordonna Max. Ils hochaient la tête à l'unisson, leurs yeux vides. Ellie s'approcha, on dirait que votre pouvoir vient de se manifester, dit-il doucement. Les flics arrivèrent bientôt et arrêtèrent Shannon et Jake. 2 jours plus tard, Max et Ellie se tenaient devant le penthouse de Mario. Un grand homme gardait la porte, mais Max lui dit simplement, tu dois me laisser entrer à l'intérieur. À l'intérieur, ils trouvèrent Mario en pleine conversation avec son avocat. Qui es-tu? Exigea Mario. Je suis le comptable. Shannon et Jake t'ont parlé de moi, répondit calmement Max. Oh, donc c'est toi qui m'as doublé, dit Mario d'un ton menaçant. Tu te rends compte que je peux te faire éliminer d'un simple appel. Max éclata de rire, la vraie question est, sais-tu à qui tu as affaire? Mario hésita, puis essaya une approche différente, d'accord, qu'est-ce que tu veux? De l'argent, des femmes? Nomme juste ton prix. La colère de Max s'enflamma, il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire pour me satisfaire, dit-il froidement. Nomme-la, répondit Mario. Tombe mort, ordonna Max. Le sourire de Mario s'estompa alors qu'il serrait sa poitrine. À bout de souffle, il s'effondra. L'avocat, choqué, demanda, qui es-tu? Max Boniche, répondit Max. Et en ce qui te concerne, je n'existe pas. Maintenant va dormir et oublie tout. L'avocat tomba dans un sommeil profond. Max et Ellie retournèrent chez Max. Pendant que Max déverrouillait la porte d'entrée, Ellie dit, on dirait que tu n'as plus besoin de moi. Au revoir, Max. Max se retourna, mais Ellie avait déjà disparu. Habitué à ce genre de choses, Max haussa les épaules et entra. Il dormit toute une journée et se réveilla avec un reportage sur Mario, le chef mafieux renommé, Mario Alvarez, retrouvé mort dans sa maison de New York. Le présentateur déclara que les autorités affirmaient qu'il avait succombé à un anévrisme. Son avocat fut retrouvé endormi près de la piscine sans aucun souvenir de l'incident.
plusieurs arrestations très médiatisées étaient attendues, liées à des preuves reçues d'une source anonyme. Max rit et éteignit la télévision. Quelques minutes plus tard, le détective Hansen frappa à sa porte. « Bonjour, détective. »« Que puis-je faire pour vous ?» demanda Max. « Je voulais juste savoir si vous pouviez éclaircir ce qui s'est passé avec votre femme et son ami avocat ?» demanda Hansen. « Non, je ne lui ai pas parlé depuis qu'elle a été arrêtée. »« Peut-être pouvez-vous me dire ?» répondit Max. Hansen haussa les épaules. « Votre femme a mentionné avoir vu des créatures dans sa cellule. Elle était hystérique et est maintenant en psychiatrie. Lui a-t-elle avoué ses crimes ? demanda Max. Elle et les autres ont tout avoué. Cela nous prendra des semaines pour tout trier. Vous n'avez rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Je leur ai seulement conseillé de tout avouer, dit Max innocemment. Hansen hocha la tête. Ok, tu as meilleure allure que la dernière fois que je t'ai vu. Merci, détective. 3 mois à la campagne font des merveilles. Hansen partit, et Max se dirigea vers son bureau pour travailler sur son ordinateur. Après des heures à taper sur le clavier, il monta sur sa terrasse arrière avec une tasse de thé et l'une des cigarettes trafiquées d'Ellie.